À la une de l'actualité, la COP21, un accord fort et ambitieux adopté hier pour lutter contre le réchauffement climatique. Les 195 pays présents à Paris ont donc privilégié l'avenir de la planète à leur intérêt personnel. Ici à Abidjan, des cartons de boîtes de conserve en provenance du Brésil via Johannesburg, saisis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ces boîtes de conserve contenaient 12 kg de cocaïne destinée au marché ivoirien. On parlera de cette fête, la célébration des 25 ans du Zouglou, marquée par une table ronde sur le thème « Le Zouglou, hier, aujourd'hui et demain ». Bonjour. Le 2 décembre dernier, le Premier ministre a lancé le projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Projet initié par le Secrétariat national au renforcement des capacités. Pourquoi ce projet? Quel est le contenu de la stratégie et quelle est sa durée d'exécution? Bref, c'est pour mieux vous informer sur ce sujet que nous recevons ce dimanche M. Coulibaly Tiona Ngolodin. Il est le directeur du département suivi évaluation au Secrétariat national au renforcement des capacités. Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour Madame. Et je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de ce projet très important. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Dans une trentaine de minutes, nous allons échanger avec vous. Mais avant, actualité oblige, nous allons démarrer cette édition par cet accord historique. Un accord sans précédent pour lutter contre le réchauffement dont la vitesse inédite menace la planète de catastrophes climatiques. L'accord a été adopté hier à Paris dans un concert d'applaudissements par 195 pays après plusieurs années de négociations extrêmement ardues. Le commentaire de Christelle Mena. La roue de l'action climatique tourne lentement, mais elle a tourné à Paris. Cet accord mêle l'industrie des énergies fossiles du mauvais côté de l'histoire. Ces mots de la directrice de Greenpeace International traduisent l'avancée historique réalisée par la COP21 dans la lutte contre le réchauffement climatique. Adopté par consensus en séance plénière par les 196 parties au bout de 2 semaines de négociations, l'accord d'une trentaine de pages a été présenté comme ambitieux, équilibré et juridiquement contraignant par Laurent Fabius, président de la COP21. Point fort de l'accord, salué par les organisations de protection de l'environnement. Premièrement, les objectifs de température, maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius et le limiter à 1,5 degré. Deuxièmement, le financement minimum d'environ 50 000 milliards de francs CFA à octroyer à partir de 2020 aux pays en développement pour leur adaptation. Ce montant de financement devrait être revu à la hausse avant 2025. Troisièmement, enfin, les mécanismes post-2020, impliquant la révision quinquennale à la hausse des contributions nationales. Ce sont notamment les promesses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Des points positifs qui n'écartent pas quelques zones d'ombre dans le texte. Le prix du carbone n'est pas fixé et aucune précision sur les efforts à fournir avant 2020 afin de rehausser les engagements. Quelques amendements devront aussi être apportés au texte. L'accord de Paris est historique, mais ce n'est qu'un début. Début 2016, les parties devront le ratifier. Les 195 pays signataires, plus l'Union européenne, auront un délai de rétractation de 3 ans. L'accord ne devrait entrer en application qu'à partir de 2020 et encore sous certaines conditions. Il ne sera pas juridiquement contraignant pour les États qui ne le ratifieraient pas, mais pourrait servir de base d'action en justice pour les citoyens contre leurs États qui n'iraient pas dans le sens d'une réduction de gaz à effet de serre. Ce texte est majoritairement perçu comme équilibré entre les pays industrialisés et les pays en développement. Paris aura relevé un défi qui revient chaque année depuis la première COP en 1995 à Berlin. C'est la première fois que tous les pays du globe du Nord et du Sud sont d'accord pour être associés à un effort qui les engage. Prochain rendez-vous diplomatique sur le climat, la COP 22 du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech, au Maroc. Et toujours en France, le second tour des élections régionales se tient ce dimanche. Après le premier tour qui a enregistré une percée du Front National, près de 45 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Au final, 46 listes participent à ce second tour. Le taux de participation en hausse était de 19,59% ce midi contre 16,27% dimanche dernier. C'est le dernier scrutin avant la présidentielle de 2017. Parlons du remboursement des crédits de TVA. Il existe un nouvel outil pour un remboursement transparent et accéléré. Les explications de Lassine Bakayoko et de Jean-Jacques Ouaméala.
Ce nouveau dispositif informatique de remboursement des crédits de TVA vient améliorer le climat des affaires en évitant notamment les goulots d'étranglement néfastes au développement des entreprises. Notre but, c'est d'introduire de la transparence. Notre but, c'est d'introduire la célérité dans le traitement du dossier. Nous voulons que les dossiers soient payés sur la base du premier arrivé, premier payé. First in, first out. Les entreprises peuvent ainsi suivre l'évolution des dossiers de remboursement en ligne sans avoir besoin de se déplacer. En 11 mois de fonctionnement effectif, les résultats sont encourageants. De janvier à novembre 2015, ce sont 82 milliards de francs CFA qui ont été remboursés contre 57 milliards pour 2014. Devant ces réformes, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ne cache pas sa satisfaction. La mise en ligne de la version électronique du Code des impôts, la mise en ligne systématique de l'ensemble des textes et actes de gestion prix, l'informatisation du processus de remboursement des crédits TVA, la mise sous format électronique de la transmission automatique des données des attestations d'exportation octroyées par la Direction générale des douanes et immédiatement accessibles à la DGI, la communication électronique des numéros des comptes contribuables créés par la DGI à la DGD. Daniel Kablan-Duncan a également insisté sur la nécessité d'ouvrir d'autres chantiers tout aussi importants pour la Côte d'Ivoire. La création de la conservation centrale du livre foncier électronique, LAF, la mise en œuvre des télédéclarations, le paiement des impôts par virement bancaire, la réforme générale du système informatique de la DGI. La réforme du dispositif de remboursement des crédits de TVA a permis l'apurement de la totalité des arriérés à fin 2014 et le paiement des crédits de TVA validés par le régisseur en moins d'une semaine. La première édition du Salon ivoirien de l'emploi jeune a pris fin. Ce salon a pour objectif d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. Le salon a mobilisé des milliers de sans-emploi et d'étudiants. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune s'est dit satisfait de la mobilisation de la jeunesse autour de cet événement. Emmanuel Niamien. Pari réussi pour les initiateurs du Salon ivoirien de l'emploi jeune. Pour cette première édition où l'on attendait 10 000 visiteurs, le salon a enregistré en 2 jours plus de 16 800 personnes. Vous êtes l'espoir de la Côte d'Ivoire. Que vous puissiez donc nous dire exactement ce qu'il vous faut pour les années à venir, mais également le ministre Sidi et toute son équipe vous ont proposé justement des choix pour que donc au niveau de l'emploi, on puisse trouver de véritables solutions. J'aimerais vous remercier, chers partenaires, pour vos contributions qui ont permis aux jeunes de bénéficier d'opportunités ou de les mettre en perspective pour les futures occasions. Ce salon se veut un cadre d'échange entre demandeurs d'emploi ou de financement, les grandes écoles et universités, ainsi que les entreprises, afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Conscients donc de l'opportunité, les jeunes ont suivi avec beaucoup d'intérêt les 4 ateliers de formation et de coaching, les panels et conférences. Ça va jusqu'à présent, ça va, on a déposé des CV, on a fait assez de connaissances si c'est un produit. La première satisfaction, c'est d'avoir réussi à participer au salon, à déposer mes CV. Donc je serai encore plus satisfait lorsqu'une entreprise m'appellera pour un entretien. Actuellement, je gère une microfinance. C'est pas concrètement ça, on cherche le financement. Donc je suis venu même aussi pour ça. Une des satisfactions des initiateurs du salon est la volonté de la jeunesse pour l'auto-emploi. Nous voyons l'engouement de la part des jeunes Ivoiriens de vouloir être entrepreneurs. C'est une très bonne nouvelle. Selon les résultats des dernières enquêtes, 30,04% des personnes en Côte d'Ivoire sont au chômage ou en situation de sans-emploi et 48,03% des chômeurs le sont depuis plus de 3 ans. D'où l'importance de ce salon qui va se tenir chaque année. La Côte d'Ivoire, qui compte depuis le 15 mai 2014 22 671 331 personnes, c'est ce qui ressort du 4e recensement démographique effectué du 15 avril au 14 mai 2014. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, cette opération s'est faite avec les nouvelles technologies de l'information. Présentation de ces résultats avec Justine Seydjike. 22 671 331 personnes, dont 11 716 826 hommes, 10 954 505 femmes et 5 492 199 non-ivoiriens.
C'est la population totale de la Côte d'Ivoire au 15 mai 2014. Résultat du recensement de sortie de crise utilisant pour la première fois les nouvelles technologies de l'information des PDA, smartphones comme outil de la collecte assistée par ordinateur et qui intervient 16 ans après celui tenu en 1998. Ayant terminé le dénombrement le 14 juin, nous avons attendu jusqu'à décembre pour donner les résultats, alors que dans notre plan initial, nous étions censés donner les résultats en septembre. Mais en septembre, ils étaient disponibles. Nous attendions de faire des vérifications. L'opération de recensement a duré du 15 avril au 14 mai 2014 à l'intérieur du pays et jusqu'au 14 juin 2014 dans le district d'Abidjan. Elle a coûté 15 milliards 623 740 000 francs CFA, financée à hauteur de plus de 80% par la Côte d'Ivoire et à 3 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD. Elle a bénéficié de l'appui technique et humain du Brésil, du Sénégal, de l'UNFPA, de l'UNICEF et de la BAD. Les données du 4e recensement général de la population et de l'habitat sont disponibles sur le site web de l'INS, www.ins.ci. Ainsi, la Côte d'Ivoire a fait partie des 50 pays au monde ayant effectué leur recensement démographique ces dernières années. Rappelons que le recensement de la population et de l'habitat intervient en Côte d'Ivoire chaque 10 ans, comme le stipule le décret numéro 86-389 du 4 juin 1986. Dans le domaine de la sécurité, 12 kg de cocaïne saisis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ces 12 kg de cocaïne étaient dans des boîtes de conserve en provenance du Brésil via Johannesburg, leur destination Abidjan. Abou Sanogo. Ces 2 grandes caisses proviennent du Brésil via Johannesburg, en Afrique du Sud. En transit à Abidjan, elles sont saisies au fret par la cellule aéroportuaire antitrafic de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, un service de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Ces caisses contenaient une centaine de cartons de boîtes de conserve, ananas, abricots et autres. Mais leur provenance attire l'attention des hommes de cette cellule et appelle à leur vigilance. Une vérification est faite. À l'ouverture de ce colis suspect, une découverte. De la cocaïne retrouvée dans 16 boîtes de conserve pour un poids de 12 kg. Il faut que la population nous aide beaucoup à démasquer un peu les trafiquants. Parce que généralement, c'est des caisses qui viennent, on ne sait pas qui est derrière. Voilà, on met des numéros, vous appelez les numéros, personne ne répond. Qu'elle nous aide, en tout cas, à accomplir notre mission. Nous sommes toujours prêts à la tâche. À Adiaké, la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues a effectué une mission qui lui a permis de saisir 137 kg de cannabis cachés dans un champ de manioc et d'interpeller le dealer. J'avais un client à Abidjan ici, c'est lui qui m'a appelé. Donc j'ai parti le livrer de marchandises et cannabis. Donc les chefs étaient déjà prêts. C'est ça qu'on m'a appris. L'individu sera déféré devant le parquet pour répondre de ses actes. En santé, 40 millions de francs CFA, c'est la valeur du don de matériel médical offert par l'ONG Souniegnon au CHU de Treichville, une manière pour cette ONG de renforcer le plateau technique de cet établissement sanitaire, nous dit Moussa Konaté. Un lot de matériel médical composé de lavabo chirurgien à détecteur de proximité, de tables d'anesthésie avec ventilateur, pousse-seringues électriques, d'électrocoagulateurs et de tensiomètres électroniques, d'un coût global de 40 millions de francs CFA pour renforcer les différents services du centre hospitalier universitaire de Treichville. Ils nous donnent 4 tables d'anesthésie. Les tables d'anesthésie coûtent cher et c'est le matériel principal dans un bloc opératoire. Ça veut dire que nous sommes capables de faire fonctionner 4 blocs opératoires, 4 salles opératoires, ce qui est vraiment un don important et qui va multiplier par au moins 2 ou 3 notre capacité d'offre de soins en termes d'opération. Ce don est l'œuvre de l'ONG Souniegnon en partenariat avec Anedio International, une structure basée en Europe. Les 2 entités entendent ainsi renforcer le plateau technique du CHU de Treichville et d'autres établissements sanitaires à travers le pays. Le don de ce jour annonce d'autres au niveau du Nord, particulièrement
nous mettrons le cap sur le CHR de Korogo, qui bénéficiera de matériel, l'hôpital Baptiste de Korogo, le centre de santé de Sinematiali et le centre de santé de Kouto pour les prochains dons. Créée en 2005, l'ONG Souniignon est basée à Sinematiali dans le nord du pays. Elle intervient dans l'humanitaire, l'hydraulique villageoise et la santé. À son actif, les réhabilitations de 500 pompes villageoises du centre de santé urbain de Sinematiali et la prise en charge de 260 malades de la cataracte. Le projet Retroci à 25 ans Côte d'Ivoire, célébration officielle toujours au CHU de Trashville, occasion pour les responsables de Retroci de faire un bilan et d'analyser les perspectives. Éric Goré et Serge Colia pour plus de détails. Le projet Retroci est né d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, il y a de cela 25 ans. 25 ans de recherche et de sensibilisation soldés par des résultats qui ont contribué à freiner le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Entre autres actions, la mise sous traitement ARV de séropositifs, la prévention de la transmission mère-enfant et la sensibilisation intense contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, les initiateurs peuvent être fiers du projet Retroci. Le premier directeur du projet Retroci a été fait officier dans l'Ordre national du mérite. Je suis très reconnaissant à la Côte d'Ivoire pour cet honneur, mais aussi pour la formidable collaboration qui a eu lieu ces 25 dernières années. Je pense que ça a été très important pour la Côte d'Ivoire, mais ça a été très important pour les États-Unis aussi. Un travail qui doit continuer pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, selon la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. En Côte d'Ivoire, nous sommes à l'heure donc de l'Ivoirien nouveau, et cet Ivoirien nouveau doit être aussi cet Ivoirien qui pourra et qui devra vivre sans le VIH-Sida. Pour y arriver, il faut travailler dans le cadre de cet engagement scientifique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le projet Retroci se donne comme slogan « Une génération sans sida dans les prochaines années ». Selon le dernier sondage, effectué en 2014, 460 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. La commune d'Abobo est le cadre choisi par une ONG pour sensibiliser contre la fièvre hémorragique Ebola et le VIH. Les populations ont été approchées sur les lieux de travail pour une meilleure sensibilisation. Éric Goré et Serge Colia. Le VIH-Sida et la maladie à virus Ebola étaient au centre de la campagne d'information et de sensibilisation menée dans la commune d'Abobo. Les membres de l'ONG ASV, Association au service de la vie, et la mairie d'Abobo sont allés à la rencontre des populations. Objectif, échanger et faire passer le message qui consiste à lutter efficacement contre le VIH-Sida et la maladie à virus Ebola par un changement de comportement des populations. Sensibiliser, ça veut dire donner la vie à des gens qui vivent dans votre commune. Et donner la vie aussi, c'est développer le pays. Nous voulons amener la population à éviter le sida, à adopter des gestes assez sains en vue d'être bien portants. Les personnes sensibilisées disent avoir reçu suffisamment d'informations pour éviter ces deux maladies. Pour éviter franchement le sida, l'abstinence d'abord pour les jeunes filles et nos jeunes enfants. Pour nous les grandes personnes, bon, il faut vraiment se protéger contre le sida en se préservant avec le préservatif. En prélude aux fêtes de fin d'année, dans les prochains jours, l'ONG ASV envisage de mener une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière pour réduire le taux d'accidents en cette période de circulation intense. La couverture maladie universelle fait son petit bonhomme de chemin. À San Pedro, ce sont 1000 dockers qui viennent de se faire enrôler, une occasion choisie par les responsables de la CEMU pour inviter toutes les couches socioprofessionnelles à se faire enrôler pour se soigner à moindre coût. Thérèse Tapeyoboué. Depuis son démarrage en 2014, le projet de la couverture maladie universelle s'installe peu à peu sur le territoire ivoirien. Récemment à San Pedro, ce sont 1000 dockers qui se sont fait enrôler, mettant ainsi en pratique l'une des politiques sociales du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les enrôlés se sont dit heureux de voir le projet SEMU se matérialiser à San Pedro. Pour pouvoir bien travailler, il faut être en bonne santé. Et donc,
l'assurance va nous permettre de nous soigner, de soigner nos enfants, de soigner nos femmes, nos parents que nous désirons les soigner. Avec la CMU déjà, vous interviendrez à un niveau de 30% des tickets de modérateurs. Donc à ce niveau, moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça va éviter la peur que les gens avaient de fréquenter les centres médicaux. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller fréquenter un centre médical sans avoir un sou. On va juste avec son passeport de santé qui sera la carte que la SNEDA va nous éditer. Des activités de sensibilisation sont prévues dans d'autres localités afin d'inviter les populations à se faire enrôler pour bénéficier de soins de santé à moindre coût. Le volet éducation maintenant. Les orphelins et enfants vulnérables de la commune de Tabou pourront, tout comme leurs camarades, aller à l'école. Ils viennent de recevoir des kits scolaires, un geste de l'ONG Mokamsi, cérémonie de remise avec Teresa Peyoboué. Des kits scolaires remis aux orphelins et enfants vulnérables de Tabou. Un geste de l'ONG Mouvement chrétien d'assistance médicale, Mokamsi, qui vient soutenir des parents désœuvrés et donner la chance à des enfants rendus vulnérables d'accéder à l'éducation. Nous apprécions franchement cette initiative. Nous disons merci donc aux représentants de cette structure dans l'optique d'améliorer le résultat scolaire de ces enfants vulnérables. Pour le responsable de l'ONG, cette 4e édition de remise de kits marque le début d'une vaste opération de soutien scolaire dans toute la région. Depuis sa création, l'ONG Mokamsi entreprend de nombreuses actions en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Entre autres, la distribution de kits alimentaires et scolaires. De 2012 à 2015, ce sont 700 orphelins et enfants vulnérables qui ont bénéficié de ces kits et de prise en charge scolaire. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Dimbokro a organisé un séminaire de réflexion et d'échange sur l'école dans la région du Nzi. L'objectif est d'améliorer les résultats scolaires dans cette région. Honorine Aingori. Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs du système éducatif de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Dimbokro. C'est en vue d'améliorer l'accès et le maintien des élèves à l'école. Le thème de l'année scolaire 2015-2016 et de ce séminaire est « Ensemble pour une scolarisation obligatoire dans une école de qualité ». Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Dimbokro, Jacques Zirimba, a fait une véritable autopsie de l'école dans la région du Nzi. Il a souhaité que ce séminaire puisse apporter des solutions aux différents maux qui minent l'école dans cette région. Nous avons donc décidé de marquer un arrêt pour mener une réflexion en vue d'impulser un nouveau développement de notre école et de mettre en œuvre toutes les instructions du ministère en matière de l'école obligatoire et inclusive. Il a été suivi dans son intervention par les autorités de Dimbokro qui ont fait le point de leur réalisation en faveur de l'école dans le Nzi. Ces autorités ont aussi recommandé aux séminaristes d'informer et de sensibiliser les populations pour une école effectivement obligatoire et de qualité. Autre sujet, la communauté villageoise d'Adjamé-Benjerville a décidé de construire des logements dans l'optique d'une gestion durable de son patrimoine foncier. Ce sont plus de 600 logements qui sortiront de terre à travers le projet dénommé Yamadan. Patrick Assamoah et Kone Pagasoro. Bientôt, plus de 600 logements, dont 200 en location définitive au bénéfice du village d'Adjamé-Benjerville. Une initiative des filles et fils du dit village. Elle vise à faire face à la perdition du patrimoine foncier de la communauté villageoise d'Adjamé-Benjerville. C'est en partie la jeunesse de cette communauté qui va constituer la main-d'œuvre de ce projet. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence du préfet d'Abidjan et des responsables du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. La gestion pérenne du foncier va permettre au village d'Adjamé-Benjerville de se prendre en charge notamment dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques.
De l'électricité pour les populations de Petit Paris dans la commune de Tiasalé. L'initiative est de la formation Cocoa Initiative et d'une entreprise de la place. Ce geste s'inscrit dans le cadre d'un projet. 29 communautés sont concernées par ce projet. Coût total 28 millions de francs CFA. Chantal Eouma à Kandan. L'accès à l'électricité constitue un problème majeur pour les populations vivant dans les zones rurales. Aujourd'hui, ce sont les populations de Petit Paris dans la sous-préfecture de Tiasalé qui sont heureuses. Elles viennent de bénéficier du projet Dans le Noir, Light for Africa, une initiative de la Fondation internationale Cocoa Initiative, ici, et d'une entreprise intervenant dans la promotion de l'énergie renouvelable. 29 communautés cacaoyères des zones d'intervention de la Fondation ici sont donc concernées par ce projet, qui reçoit l'adhésion des autorités administratives locales. Un projet qui permettra d'améliorer les conditions de vie des populations grâce à plusieurs kits solaires mis à leur disposition. Parents de Petit Paris, grâce à la lumière, votre village qui commence ses premiers pas sur le chemin de l'émergence deviendra dans quelques années, j'en suis persuadée, Grand Paris. Je suis fière d'avoir une lumière aujourd'hui. Je dis merci à ceux qui nous ont offert des cadeaux aujourd'hui. D'un coût global de 28 millions de francs CFA, ces kits solaires devront fournir l'éclairage aux centres d'alphabétisation et aux communautés de bonnes conditions de vie. International Cocoa Initiative, ici, est une organisation qui s'implique depuis quelques années dans la promotion des droits des enfants dans les communautés productrices de cacao. En culture, l'engagement de Michel Kofi, ancien député à l'Assemblée nationale. Une pièce théâtrale présentée au public. C'est une pièce théâtrale qui veut contribuer à la formation de la citoyenneté dans le domaine politique. C'est une initiative du district d'Abidjan. Éric Goré et Franck Wadio. Le traditionnel programme culturel du district autonome d'Abidjan démarre cette année par Abidjan Ville Lumière. Dès le 14 décembre, toutes les communes d'Abidjan seront éclairées et présenteront différents décors. La nuit, la capitale économique de la Côte d'Ivoire aura fière allure. La pièce théâtrale Engagement de Michel Kofi, ancien député à l'Assemblée nationale, ouvre les festivités. Cette pièce théâtrale est une invite à voir la politique sous un angle positif. Il s'agit souvent de conceptions erronées que nous avons de la politique. C'est vrai qu'il y a des travers, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, mais que serait la vie de tous les jours sans la politique? Selon le représentant du gouverneur du district d'Abidjan, ces activités culturelles vont permettre aux populations de se divertir le long de l'année. Une saison qui va nous amener jusqu'en novembre 2016. Donc il y a beaucoup d'actions culturelles qui vont se succéder et je veux tout simplement dire que c'est alléchant comme programme. Le calendrier culturel comprend des concerts artistiques, des festivals du cinéma et de la mode, également un tournoi du jeu traditionnel à Wali. La célébration des 25 ans du Zouglou, une table ronde pour marquer l'événement. Le thème, le Zouglou hier, aujourd'hui et demain. Promoteurs, chercheurs, faiseurs du Zouglou ont revisité ce genre musical depuis ses origines. Ils se sont prononcés sur les perspectives. Issa Yeo, Fidèle Aigné et Patricia Omouetia. Le Zouglou a 25 ans. Né au campus universitaire de Yopougon en 1990, le Zouglou a permis aux étudiants de cette époque de dénoncer leurs conditions de vie à l'université. Progressivement, il gagne du terrain et devient l'identité musicale ivoirienne. Pour parler des origines de ce rythme musical et de son avenir, le Centre national des arts et de la culture a réuni chercheurs, promoteurs et faiseurs de Zouglou pour échanger. Je pense que le Zouglou est le fruit de la créativité des jeunes Ivoiriens. Ça mérite respect et ça mérite d'être accompagné par les critiques, par les intellectuels, pour comprendre ce que le Zouglou veut dire à la société. C'est la raison pour laquelle je m'associe à ces activités. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Zouglou est un produit historique du youisme.
Pour Dr Alain Tailly, organisateur de cette table ronde, 25 ans après sa création, l'heure est maintenant au bilan. L'objectif, fédérer toutes les forces vives qui travaillent à la promotion du Zouglou et vraiment réussir une unité nationale autour de cet art majeur. Le Zouglou est aujourd'hui un genre musical reconnu sur le plan international. Belle ambiance sur place. Et comme nous sommes dimanche, un mot de religion, les fidèles chrétiens de l'église Christ Mission Aris étaient dimanche dernier dans le village de Songondagbe. Ils sont venus prier et louer Dieu pour toutes ses actions en leur faveur. Reportage Emma Niamien. C'est à Songondagbe que les fidèles chrétiens de l'église Ariste se sont retrouvés pour les festivités marquant le centenaire éclaté de leur église. Organisées conjointement par les communautés Ariste, des prédicatorats de Songon Abadien, de Yopougon et de Songon Dagbe, ces festivités ont enregistré la présence du président mondial de l'église Ariste, son éminence Nandia Diako Faustin, qui a lui-même officié la messe. Cette mission du prophète, nous devons témoigner. C'est notre témoignage de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait et surtout de ce que Dieu a pu réaliser à travers sa personne, pour son œuvre, pour son dessein pour l'humanité. C'est cela qui est essentiel. Les fidèles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et loué Dieu pour toutes ses actions en leur faveur. Ce centenaire, selon eux, est l'occasion de prendre de nouveaux engagements afin de consolider les acquis de l'Église et de laisser un bon héritage aux générations futures. Aujourd'hui, l'Église a 100 ans. 100 ans que nos parents ont accepté Christ. Et Christ les a délivrés de la puissance des ténèbres et les a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce centenaire marque notre reconnaissance à Dieu. Cette messe a été aussi marquée par un hommage au prédicateur suprême Cécile Coutouan Jacob, vice-président de l'église Christ Mission Aris et également supérieur de l'église Ariste de Songon Dagbe. En 90 ans de vie, cet homme de Dieu totalise 68 années de sacerdoce et il fait partie des pionniers de l'église Ariste. Il a toujours œuvré pour que sa communauté religieuse ne soit confrontée à la division. Ce sont donc toutes ces actions qui lui valent cette reconnaissance. Place au magazine du dimanche et comme annoncé, nous allons parler du projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 et c'est avec M. Koulibaly Tiorna Ngolodin. Il est le directeur du département suivi évaluation au secrétariat national au renforcement des capacités. Monsieur le directeur, merci d'être avec nous. Merci madame de nous recevoir et de nous permettre de parler de ce projet très important. Alors permettez-moi de remercier au nom du secrétaire national au renforcement des capacités, son Excellence Monsieur le Premier ministre, d'avoir bien voulu accepter de présider la cérémonie de lancement du projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités et toutes les personnalités qui ont pu effectuer le déplacement ou qui ont pu se faire représenter. Et justement, pour être mieux situé sur le sujet, nous allons suivre d'abord ce reportage d'Astou Touré, commenté par Abou Sanogo. Accompagner le plan national de développement sur la période 2016-2020. C'est la mission assignée au secrétariat national au renforcement des capacités. L'enjeu est de minimiser tout risque ou entrave à une croissance durable ou inclusive pour l'émergence en 2020. Au centre de ces risques, l'insuffisance des capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines du pays. Situation qui pourrait impacter fortement la bonne conduite de programmes ambitieux de développement. Les enjeux majeurs recensés en matière de renforcement des capacités concernent à la fois le secteur privé et la société civile. En ce qui concerne le secteur public, les défis en matière de renforcement des capacités portent notamment sur l'allocation des ressources en termes de développement des capacités, la gouvernance, la transparence, l'amélioration des politiques d'insertion des jeunes et le renforcement des structures de promotion d'emploi jeunes. Au niveau du secteur privé, les défis ont trait à l'efficacité des politiques de microcrédit, la consolidation du dialogue public-privé. S'agissant de la société civile, les questions majeures sont liées au renforcement du cadre juridique des organisations de la société civile, l'amélioration des aptitudes des organisations de la société civile à tisser des partenariats et à conduire efficacement des plaidoyers.
Pour faire face à ces défis, une stratégie s'impose afin de garantir à la Côte d'Ivoire un secteur public performant, un secteur privé compétitif, pourvoyeur d'emplois et une société civile engagée et participative. Monsieur le directeur, là, nous venons de voir le lancement le 2 décembre dernier par le Premier ministre du projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. On entend parler de renforcement des capacités. Pouvez-vous nous dire en des termes simples, plus simples, ce que veut dire capacité et renforcement de capacité? Alors, en des termes très simples, les capacités désigne le fait d'être capable, donc d'avoir des aptitudes à pouvoir mener à bien une action ou résoudre un problème donné. Donc, les capacités font allusion aux aptitudes. Alors, le renforcement des capacités est un processus visant à accroître et à améliorer de façon continue la performance des organisations, des individus, et à les adapter à des environnements évolutifs et de plus en plus exigeants. Donc, le renforcement des capacités, c'est ce processus qui nous permet d'améliorer les aptitudes des personnes et des organisations en vue de les rendre plus performantes. Donc, pourquoi un tel projet, un projet de renforcement des capacités? Alors, c'est une excellente question. Alors, pourquoi mettre en place une stratégie nationale de renforcement des capacités? Alors, pour deux raisons essentielles. D'abord, la Côte d'Ivoire est à un niveau A. Nous sommes un pays en développement. Et la Côte d'Ivoire souhaite atteindre un niveau B, c'est-à-dire un pays émergent. Alors, il est important de savoir les capacités dont nous disposons et de savoir les capacités dont nous devrions disposer pour pouvoir atteindre le point B. Et ça, c'est le premier intérêt, justement, de l'élaboration de cette stratégie. D'avoir l'état des capacités et de faire l'évaluation des besoins des capacités à satisfaire pour nous conduire à l'émergence. Ça, c'est le premier intérêt. Alors, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire vient de tracer la trajectoire de notre développement à travers l'adoption, à l'occasion du dernier Conseil des ministres, le mercredi dernier, par l'adoption d'une communication et d'un projet portant Plan national de développement 2016-2020. 2016-2020. Alors, il est important pour nous de mettre à la disposition du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire un cadre cohérent de coordination de l'ensemble des actions de renforcement de capacité, afin que, justement, ces actions de capacité soient menées dans un cadre cohérent, que ces actions de capacité soient faites de façon optimale, que les investissements qui sont menés pour réaliser ces actions de renforcement des capacités soient en tout cas des investissements optimaux et que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, dans un second temps, le deuxième intérêt, c'est vraiment de disposer et de mettre à la disposition du gouvernement un cadre cohérent de coordination de l'ensemble des actions de renforcement de capacité. Est-ce qu'on peut avoir donc une idée claire des différentes étapes de l'élaboration de cette stratégie? Oui, de façon simple, cette stratégie va s'élaborer en 4 étapes principales. La première, c'est l'étude diagnostique. C'est quoi l'étude diagnostique? C'est faire l'état des capacités. Comme je viens de le dire, c'est de savoir de quoi disposons-nous et de quoi devons-nous disposer pour aller à l'émergence. Donc nous faisons l'état des capacités institutionnelles, organisationnelles, opérationnelles et humaines. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Après l'étude diagnostique, il y a l'évaluation des besoins en capacité dont la Côte d'Ivoire a besoin pour aller à l'émergence. Cela veut dire quoi? Quand j'ai parlé de la situation A et de la situation B, on va évaluer le gap. Quelles sont les capacités qu'il nous faut pour pouvoir aller à l'émergence et trouver justement, chercher à les combler. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Donc l'évaluation des besoins en capacité requis pour aller à l'émergence. Le troisième niveau, c'est la formulation de la stratégie. Il va nous falloir prioriser les actions que nous devrions mener pour pouvoir accélérer le processus pour aller à l'émergence. Alors 2020, c'est dans 5 ans, c'est dans 4 ans, donc c'est très proche. Donc il faut savoir les priorités
en matière de capacité pour la Côte d'Ivoire et chercher à les combler, à les satisfaire afin que nous puissions aller à l'émergence. Donc, c'est cela le troisième niveau et c'est cela la formulation de la stratégie. Et enfin, nous allons élaborer ce qu'on appelle un plan d'action qui nous permettra d'opérationnaliser bien évidemment tout cela afin que le secteur public, le secteur privé, la société civile puissent être servis par rapport à cette stratégie et qui puissent contribuer justement à faire en sorte que nous puissions réaliser cette vision très chère du président de la République. Et là, ça sera le quatrième niveau. Donc, quelle est la durée d'exécution de ce projet? Alors, l'élaboration de la stratégie est prévue durer 8 mois. De façon optimiste, on dira 8 mois. Parce que c'est un projet assez important qui va se faire selon une démarche participative. Et donc, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile seront consultés. Et donc, cela va prendre assez de temps. Nous estimons la durée à 8 mois. Donc, du coup, 8 mois de durée, on parle d'émergence à l'horizon 2020. Quels sont les objectifs, d'abord, à moyen terme, pour vous? Alors, c'est une question très, très importante. À moyen terme, qu'est-ce que nous souhaitons? Alors, cette stratégie doit nous permettre à moyen terme de faire en sorte que l'ensemble des actions de renforcement de capacité qui sont initiées par les acteurs du secteur public, les acteurs du secteur privé, de la société civile et même des partenaires au développement s'intègrent dans un cadre unique qui sera la politique nationale de renforcement de capacité. Et à moyen terme, justement, c'est de faire en sorte que toutes les initiatives de renforcement des capacités s'intègrent dans ce cadre unique de renforcement des capacités qui sera la stratégie nationale de renforcement de capacités. Du coup, on a parlé de moyen terme et à long terme. L'objectif à long terme? À terme, cette stratégie nationale de renforcement des capacités doit nous permettre d'avoir un secteur public, disons, performant. Un secteur public performant qui délivre des services de qualité à ses usagers. Comment cela va se faire concrètement à long terme? Oui, à long terme, je veux dire que vous avez, par exemple, le premier pilier du PND qui nous demande le renforcement des institutions, le renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance. Vous comprenez? Mais pour cela, il faut bien évidemment des capacités humaines qui internalisent, j'ai envie de dire, la notion de l'émergence, parce qu'il faut changer de comportement. Et ça, c'est très important. Nous avions dans le temps, en 2001 par exemple, nous avions organisé la sélection, comment on peut appeler ça, l'appel à candidature des dirigeants des régies financières. Douane, impôts, trésor, etc. Tout ça. Et vous avez vu ce que cela a donné. Voilà, ça a donné de très bons résultats. Donc quand on dit que nous voulons un secteur public performant, c'est cela. Pouvoir mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, par exemple. Pouvoir permettre de donner à l'administration les outils nécessaires pour qu'ils puissent travailler convenablement et produire des services de qualité. Mettre l'administration dans un environnement agréable, favorable pour travailler. Donc c'est cela en fait, permettre à travers cette stratégie d'aboutir à un secteur public performant. Mais nous visons aussi à terme que le secteur privé soit un secteur privé qui soit plus respectueux de l'environnement et pourvoyeur d'emplois décents. Vous voyez, et ça à terme, c'est ce que nous visons également dans le cadre de cette stratégie. Et pour la société civile, que cette société civile soit une société civile plus responsable, une société civile qui sache effectuer ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique pour attirer l'attention justement des décideurs sur l'impact de l'action publique qui est menée sur la population. C'est une stratégie pérenne où elle vise à accompagner seulement le PND 2016-2020. Vous devez revenir là-dessus. Alors, est-ce que c'est une stratégie pérenne ou elle consiste à accompagner uniquement le PND, le Plan national de développement 2016-2020? Alors, il faut comprendre que la stratégie
réalisé en vue de répondre à un besoin, qui est lequel? Qui est de pouvoir combler les déficits de capacité qui pourraient être une entrave à la bonne marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Donc, sur cette base, cette stratégie est exclusivement élaborée pour accompagner le PND. Disposez-vous de suffisamment de moyens pour sa mise en œuvre? L'avant-dernière préoccupation. Alors, c'est une très bonne préoccupation parce que cela nous permet quand même de pouvoir dire est-ce que c'est une stratégie très coûteuse ou pas. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que dans un premier temps, nous avons la caution du gouvernement. Donc, nous avons un appui important du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour mener à bien cette stratégie dont il a déjà perçu la pertinence. Alors, mais, vu l'envergure du projet, nous sommes en train de mobiliser certaines ressources auprès de nos partenaires techniques et financiers afin qu'ils puissent nous accompagner aussi bien dans l'élaboration que dans la mise en œuvre de cette stratégie. Pour terminer donc, que doit-on retenir de votre passage sur le plateau? Alors, je vous remercie. Que retenir? Il est important aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire de connaître les capacités dont elle dispose et les capacités qu'il nous faut pour aller à l'émergence. D'où la nécessité d'élaborer une stratégie nationale de renforcement de capacité. Mais nous ne pourrions réaliser cette stratégie sans l'implication et l'appropriation de tous à ce projet. Donc les acteurs du secteur public, les acteurs du secteur privé, de la société civile et même des partenaires au développement. Alors je me fais un peu le porte-voix des propos du Premier ministre et du secrétaire national de renforcement de capacité lors du lancement, qui est d'inviter tous les acteurs, toutes les parties prenantes à s'approprier cette initiative et de pouvoir permettre au secrétariat national de pouvoir disposer des capacités, l'état réel des capacités de la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir trouver les solutions pour les combler et aller à l'émergence. Nous pensons que votre message est bien passé. Merci, M. Coulibaly Théona Ngolodin, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur du département suivi, évaluation au secrétariat national au renforcement des capacités. Merci d'être passé pour nous parler du projet d'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Merci pour votre contribution. Je vous remercie. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité.